Que la paix soit avec vous tous. Bienvenue à tous. Il a été élu il y a moins d'une heure. Robert Francis Prévost est américain. Il a 69 ans. Il a pris le nom de Léon XIV. Il faisait partie de la liste des favoris pour succéder à François. Ce pape, considéré comme progressiste, va devoir relever plusieurs défis. Assurer l'unité de l'Église, retrouver la confiance de millions de fidèles qui se sont détournés d'elle après des scandales sexuels et financiers. Également dans l'actualité, les commémorations du 8 mai 1945. Emmanuel Macron a présidé les cérémonies à l'Arc de Triomphe. Il a notamment décoré un résistant âgé de 98 ans. Notre enquête sur ces dizaines de milliers de retraités dont les pensions n'ont pas été versées à cause d'erreurs de logiciels défaillants. Enfin, un reportage édifiant sur les trafics d'animaux sauvages. Il rapporte 20 milliards d'euros par an dans le monde. Des bénévoles prennent soin de ces loups, de ces félins, de ces singes qui sont abandonnés par ceux qui les ont achetés. Il était 19h13 lorsque le cardinal français Dominique Mamberti a prononcé cette phrase. Habemus papam. Nous avons un pape. Eminentissimum. Ac reverendissimum. Le très éminent Monseigneur Robert Francis de la Sainte Église romaine, cardinal Prévost, a choisi de porter le nom de Léon XIV. Les 133 cardinaux électeurs n'ont mis qu'une journée et demie pour choisir le successeur du pape François. Robert Francis Prévost, né à Chicago, est le premier pape originaire d'Amérique du Nord. Son apparition, vous l'avez vu, a été accueillie par une foule en liesse. Ignacio Bornassin et Sophie Chevalreau. Au balcon de la basilique Saint-Pierre, il apparaît enfin. Léon XIV, le 267e pape de l'histoire. La foule exulte. Des larmes coulent. Acclamé, le nouveau pape lui-même ne peut contenir son émotion. Que la paix soit avec vous. Les premiers mots du nouveau souverain pontife. Aidez-nous à construire des ponts par le dialogue et les rencontres en nous unissant tous pour être un peuple toujours en paix. Léon XIV s'appelait il y a encore quelques minutes Robert Francis Prévost. Il devient le premier pape américain de l'histoire. C'est incroyable. Je pense qu'un pape américain pourra rassembler le monde et non pas le diviser comme il l'est aujourd'hui. Une heure avant l'apparition de Léon XIV, alors que tous les cardinaux sont au balcon, le cardinal français Dominique Mamberti prononce ces deux mots. Habemus papam. Nous avons un pape. Les deux mots qu'1,5 milliard de catholiques attendaient. À l'image de ces drapeaux, le monde entier est ce soir rassemblé sur la place Saint-Pierre. Léon XIV se retire après avoir adressé à la foule son message de paix. En choisissant ce nom, il s'inscrit dans la lignée de Léon XIII, un pape social proche des pauvres, tout comme l'était avant lui, le pape François. Qui est donc ce nouveau pape décrit comme pondéré, modéré, conciliateur? Il y a quelques mois, lui-même disait qu'un pape devait être proche du peuple et souffrir avec lui. Va-t-il traduire cet engagement en gestes et en paroles? Pierre Corieux. Voici donc le nouveau pape, un Américain, une première dans l'histoire. Robert Francis Prévost, 69 ans, est né à Chicago, d'un père français et d'une mère italienne. Ce soir aux États-Unis, de nombreux Américains se réjouissent de son élection. Je l'ai annoncé aux gens, ils ont applaudi, ils étaient très contents. Il passe une grande partie de sa carrière au Pérou. Il est le président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine jusqu'en 2023. Un poste qui lui permet d'avoir des liens privilégiés avec la hiérarchie catholique,
dans la partie du monde qui compte le plus grand nombre de fidèles. L'élection du cardinal Prévost manifeste la volonté de poursuivre les ponts entre le nord et le sud. C'est ce qu'a souhaité le pape François, donc c'est une continuité d'une certaine façon aussi avec l'Amérique latine, puisque le cardinal Prévost a beaucoup travaillé au Pérou. Le cardinal américain prend une autre dimension le 30 janvier 2023. Le pape François le nomme préfet du puissant dicaster pour les évêques. C'est lui qui est chargé de nommer les évêques du monde entier. Je pense donc que ce n'est pas un hasard si le pape François m'a choisi. J'ai été missionnaire toute ma vie et j'ai travaillé au Pérou. Mais je suis américain et je pense avoir une certaine compréhension de l'Église aux États-Unis. Discret et réservé, Léon XIV a la réputation d'être un modéré, capable de concilier les conservateurs et les réformistes au sein de l'Église. Parmi les toutes premières réactions, elle était très attendue. Ce tweet de Donald Trump, c'est un immense honneur, dit-il, de savoir que le premier pape est américain. Quelle émotion et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer Léon XIV. Ce sera un moment très significatif. Fin de citation. Partons sans attendre en direct, bien sûr, à Rome. Bonsoir Sophie Chevalreau. Vous êtes sur la place Saint-Pierre où des milliers, des dizaines de milliers de curieux, de fidèles se sont massés pour découvrir le visage de ce nouveau pape. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a encore énormément de ferveur ici ce soir. Nous venons de vivre 2 heures de vive émotion ici sur la place Saint-Pierre. D'abord, un cri de joie lorsque la fumée blanche est apparue, un cri à l'unisson. Et puis, des larmes sur les visages, des personnes qui avaient les mains qui tremblaient, d'autres qui disaient « Habemus Papam, nous avons un pape ». Alors, juste avant de connaître l'identité de ce nouveau pape, beaucoup disaient « Peu importe sa nationalité ». Pourvu que ce soit un bon pape. Et lorsque la foule a appris qu'il s'agissait d'un Américain, je peux vous dire que nous avons entendu autour de nous beaucoup d'Américains dire « Oh mon Dieu, oh my God, il est américain ». Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la joie sur les visages de ces personnes qui aujourd'hui, dès ce soir, ont un nouveau pape. Merci Sophie, en direct du Vatican. À peine élu, le nouveau pape Léon XIV va devoir affronter de très grands défis. Son prédécesseur avait engagé de nombreuses réformes. Va-t-il les poursuivre ou les stopper? Certaines décisions vont devoir être prises très rapidement dans les prochaines semaines. Gwenaëlle Bellec et Fabrice Hamzel. D'ici dimanche, place Saint-Pierre, le nouveau pape célébrera la messe d'inauguration du pontificat. Comme le pape François ici en 2013. Devant des centaines de milliers de fidèles. Il recevra une étole et un anneau, les insignes de son pontificat. Dans les prochains jours, le nouveau pape devra nommer ses hommes de confiance, notamment le numéro 2 du Vatican, son cardinal secrétaire d'État. Plus tard, une deuxième messe solennelle aura lieu dans la cathédrale Saint-Jean de Latran. Les missions de Léon XIV sont considérables. La priorité, maintenir l'unité de l'Église, 1,4 milliard de fidèles, 500 000 prêtres. Les chrétiens, les catholiques sont traversés par toute une série de tensions, de polarisations, comme le reste du monde en fait. Il y a évidemment une ligne progressiste conservateur, mais c'est une ligne qui est compliquée parce qu'un conservateur en Afrique, il ne pense pas exactement la même chose qu'un conservateur en Allemagne. Et puis, il y a une autre ligne qui est une ligne nord-sud. Vous savez, aujourd'hui, 70% des catholiques, ils habitent dans le grand sud du monde. Le nouveau pape poursuivra-t-il le chemin lancé par François, qui avait ouvert l'Église notamment aux couples homosexuels, avec cette phrase historique. Si quelqu'un est homosexuel, cherche le Seigneur et est de bonne volonté, qui suis-je pour le juger? Beaucoup de cardinaux en Afrique notamment s'étaient montrés choqués. François a également laissé plus de place aux femmes dans l'Église, nommant plusieurs d'entre elles à des postes de premier plan, à la tête notamment d'un ministère et de l'administration du Vatican. Ceci va-t-il se poursuivre ? Je ne crois pas, moi, à un coup de baguette magique qui ferait que demain, des femmes puissent être ordonnées prêtres. C'est une école de petits pas. Ça n'est absolument pas une institution qui va renverser la table. Autre défi, la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Après les scandales si nombreux, le pape François avait ouvert les archives du Vatican et réclamé l'obligation des signalements. Aujourd'hui, il existe des normes. Par exemple, les prêtres, les évêques sont obligés de signaler lorsqu'il y a un problème. Tout le monde ne le fait pas, loin de là. Plus on est loin de Rome, plus on considère que ces questions peuvent être secondaires.
Le nouveau pape devra aussi être diplomate. Ne pas oublier les souffrances du monde et puis tenter de raviver les vocations en crise, notamment en Occident. Bonsoir Caroline Pigozzi. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste de la papauté, vous avez beaucoup voyagé, notamment avec le pape François, et vous êtes pour TF1 et LCI. Il y a 70 millions de catholiques aux États-Unis. C'est la première fois qu'un pape nord-américain est élu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça me rappelle cette messe absolument incroyable quand on était avec le pape François à la frontière du Mexique et des États-Unis, derrière des barbelés. Côté mexicain, le pape pleurait. Moi, je l'ai vu pleurer 2 fois dans sa vie, là, et dans un hôpital pour enfants en Pologne. Et au fond, il pleurait parce qu'il y avait évidemment tous ces migrants qui ne pouvaient pas passer. Et là, l'idée tout à coup d'avoir un pape américain qui va protéger ces gens d'une certaine façon, qui va être une sorte d'ange gardien, qui va faire avancer ce dossier, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement émouvant. Et moi, j'ai toujours entendu dire qu'au fond, il n'y aurait jamais de pape américain parce que c'est une surpuissance. Mais là, c'est finalement une bénédiction, j'oserais dire, d'avoir d'un côté il y a le président Trump et de l'autre côté il y a un pape américain. Et puis un mot de son nom qu'il a choisi, Léon XIV. Il y a eu un Léon XIII et ça a été un révolutionnaire qui s'occupait des pauvres et qui était particulièrement attentif à ça. Et à l'époque on en parlait moins parce que les papes vivaient dans le faste et les papes vivaient autrement. Le discours sur les pauvres, c'est relativement moderne et il a été vraiment introduit, j'oserais dire, avec le pape François. Merci beaucoup, Caroline. Dès l'apparition de cette fumée blanche, puis l'apparition du nouveau pape au balcon, les fidèles français se sont réjouis de l'élection de Léon XIV. Des centaines d'entre eux se sont massés devant Notre-Dame de Paris, où les cloches ont d'ailleurs sonné. Ce fut également le cas à Marseille. Quentin Fichet, Martin Falaiseau et Jean-Pierre Ferret. En écho à celle de Rome, les cloches de Notre-Dame de Paris ont résonné en fin d'après-midi. Quelques minutes seulement après l'apparition de la fumée blanche, le nouveau pape vient d'être élu. Ces Français l'ont appris en plein office. Je pense que tous on a été surpris dans la cathédrale en même temps, donc belle surprise. Ces fidèles veulent un Saint-Père rassembleur. Ce que j'espère, c'est simplement que ce soit un pape à la hauteur et qui réussisse à réunir un peu tout le monde. Et que les gens s'unissent et de l'amour, simplement. Sur le parvis, la première impression semble plutôt positive sur tous les aspects. C'est un bel homme, hein? Ah, t'as vu? Merci, mesdames. À Marseille, au pied de la cathédrale La Major, ces jeunes croyants suivent aussi en direct l'annonce du Vatican. Ils découvrent ensemble le nom du cardinal Robert Francis Prévost, devenu Léon XIV. Vous le connaissiez? Non. Sandrano, vous êtes de la Paris, on est très heureux pour l'Église. Moi, je ne le connaissais pas, mais hâte de le connaître et de le rencontrer. C'est une nouvelle époque. Chaque pape, il imprime sa marque particulière. Donc, moi, j'ai hâte de découvrir ce qu'il va apporter à l'Église. Certains espèrent notamment que la voix de ce nouveau pape, plutôt jeune, 69 ans, aura un poids politique fort, un impact sur les conflits en cours. En Ukraine ou tout ça, ça serait bien qu'il arrive à faire quelque chose, même en Palestine, tout ça, s'il arrive à régler le conflit ou à amener la paix. Certes, ce souverain pontife n'est pas français, mais son père, oui. Un détail qui n'a pas échappé aux fidèles, une petite fierté chauvine en ce jour historique. Regardez également ce tweet à l'instant d'Emmanuel Macron. L'élection de ce pape, dit-il, est un moment historique pour l'Église catholique et ses millions de fidèles. Au pape Léon XIV, à tous les catholiques de France et au monde, j'adresse un message fraternel. Fin de citation. Nous reviendrons évidemment dans quelques minutes sur les conséquences de l'élection de ce pape, le premier, on l'a dit, venu d'Amérique du Nord, né à Chicago il y a 69 ans. L'actualité de ce jeudi 8 mai, c'est aussi, bien sûr, le 80e anniversaire de la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne nazie. De nombreuses commémorations ont été organisées partout en France. Une cérémonie d'hommage national s'est tenue à l'Arc de Triomphe, suivie d'une parade exceptionnelle en véhicule d'époque. Lise Cloy et Antoine Silberman. 8 décennies après la fin de la guerre, les Français sont venus se souvenir. Hommage sur la tombe du soldat inconnu, au son du chant des partisans. Dans le discours du président de la République, une allusion à l'actualité. Nous n'aurons jamais fini de défendre la paix.
Et si certains le pensaient, ces dernières années en Europe et dans le monde nous l'ont rappelé. Le souvenir porté par les anciens vétérans, Jean Dekowski. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. 98 ans et figure de la résistance, l'un des derniers témoins du 8 mai 1945. Et précisément de cette Seconde Guerre mondiale, on l'a dit, les témoins sont très rares aujourd'hui, ceux qui peuvent parler de leur expérience. Roger Le Neurès a aujourd'hui 102 ans, résistant à 17 ans. Il a rejoint ensuite la glorieuse 2e DB du général Leclerc. Romain Gouachon, Bertrand Lachat et Charles Bienenfeld l'ont rencontré chez lui à Épinal. Comme je dis toujours, je ne suis pas rentré dans la résistance, je suis rentré en résistance. Roger Le Neurès a 102 ans. Enchanté de faire votre connaissance. Et merci de nous recevoir. Tout comme son épouse, assise à ses côtés. Il a fait partie de la fameuse 2e division blindée du général Leclerc. Il débarque en Normandie en 1944, peu de temps après les Américains. Là, je suis sur le bateau. Mais c'est vous, là, c'est ça? Oui. Là, on est au large d'Omaha. On n'était pas accueillis, disons, avec beaucoup de joie. Ces gens étaient tristes. On voyait qu'ils sortaient de l'enfer. La division poursuit ensuite sa route vers Paris, où la même souffrance s'affiche aux libérateurs. Les règlements de compte. Eh oui, ça c'était vraiment une horreur. Les femmes tondues, les gens frappés, caillassés. Ça, c'était terrible. La trajectoire de ces soldats va jusqu'au repère d'Hitler en Bavière, où le Führer était entouré de hauts dignitaires, comme Hermann Göring. C'est là que Roger Le Neurès apprend la fin de la guerre. On a fêté quand même plus joyeusement, alors, la fin de la guerre. On a bu du vin du maréchal Göring. On a fêté ça avec le vin de ses caves, hein. Fort de son histoire, il tient à transmettre aujourd'hui un message aux générations futures. Voyez-vous, je ne suis pas un 20 ans en guerre, moi. Je pense que il vaut mieux vivre en paix que vivre en guerre. Mais il faut savoir, à un moment donné, il faut savoir dire non. Oui, il faut savoir dire non. À Moscou, on célèbre la victoire sur le Troisième Reich, non pas le 8 mai, mais le 9. Bonsoir Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant en Russie. L'heure est au dernier préparatif. Vladimir Poutine a promis une journée, la journée la plus grandiose jamais orchestrée pour célébrer cet anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. La ville est décorée pour cet anniversaire de la victoire. Une reconstitution de la prise du Reichstag allemand est même organisée cette semaine. C'est un spectacle. Alors là, on se trouve à 2 km de la place Rouge. Et dès demain, cette avenue sera entièrement bouclée avec littéralement un policier tous les 5 mètres. Internet va être coupé dans toute la capitale. Hier, c'était la répétition générale de la grande parade militaire. On a donc pu voir et filmer ici dans la rue ceux qui se préparent. Vladimir Poutine veut aussi à l'occasion montrer qu'il est moins isolé qu'il n'y paraît. 29 chefs d'État seront dans les gradins, dont le président chinois Xi Jinping. Les deux hommes d'ailleurs ont montré dès cet après-midi leur proximité. En pleine séquence diplomatique, vous voyez, cette parade militaire sera particulièrement politique. En France, une enquête a été ouverte aujourd'hui par le parquet de Paris après les graves incidents survenus hier soir dans le quartier des Champs-Élysées où les supporters célébraient la victoire du Paris Saint-Germain. Des commerces et des véhicules ont été incendiés. 3 personnes ont été blessées, dont l'une grièvement lorsqu'une voiture a foncé dans la foule. Les derniers éléments avec Amandine Crève, Lise Cloy et Julie Garnier. Il célèbre la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal hier soir quand cette voiture percute des supporters. Le conducteur et le passager prennent la fuite. La foule s'acharne sur leur véhicule. Un mec qui a roulé sur 10 personnes et il en a blessé plusieurs. 3 hommes sont blessés. L'un d'entre eux est mineur. Son pronostic vital est engagé. Valentin, lui, est blessé aux jambes. Je me fais rouler dessus par une roue, mais je vois des gens qui passent en dessous. Moi, je suis à terre, je sens que mes pieds, je les sens plus trop, donc j'essaye de crier tout ce que je peux pour qu'on prenne soin de moi. Et moi, dans ma tête, j'ai eu peur parce que je pensais à une voiture bélier ou un truc comme ça. Le conducteur a déclaré qu'il se rendrait au service de police. Toute la soirée, des dégradations à proximité des Champs-Élysées. Voitures incendiées, vitrines brisées. À coups de pelle, ces hommes s'attaquent violemment à ce salon de coiffure. Ce matin, le propriétaire est désespéré.
Le foot, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que ça doit déclencher après autant de haine, autant de mauvaises actions, autant de destruction? Je comprends pas. 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour contenir ces débordements. Au total, 44 personnes ont été placées en garde à vue. Ce sont des groupes constitués de 100-150 personnes qui sont très mobiles et qui tentent soit s'en prennent aux forces de l'ordre, soit essaient de dégrader et de piller des commerces, ou les deux. Et donc la réponse qui est la nôtre dans pareilles circonstances, c'est la mobilité. La préfecture de police prévoit déjà un dispositif de sécurité renforcé sur les Champs-Élysées le 24 mai prochain pour la finale de la Coupe de France, qui opposera le Paris Saint-Germain à Reims. Elle avait été interdite par la préfecture. Une rave party géante est en cours en ce moment même. Depuis hier soir, dans le Lot, des milliers de personnes ont envahi une propriété privée près d'une base militaire désaffectée. Une route a dû être coupée sur une dizaine de kilomètres. Perrine Mislange et Marion Laradet se sont rendus sur place. En quelques heures, ils se sont installés là, au milieu des champs. Ces camions, ces tentes blanches, c'est cette rave party, illégale. Pour accéder au lieu, ils passent en continu par ce petit chemin. Plus on multiplie les milliers de personnes, plus potentiellement on peut avoir des gens qui posent des difficultés. Donc moi c'est ça qui me rend fou. Puis on est sur une manifestation qui est évidemment illégale. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. 6000 personnes ont investi ce village de 300 habitants. Ils sont arrivés en pleine nuit, comme nous le montrent ces images sur les réseaux sociaux. Ce voisin a été réveillé en sursaut. J'ai entendu du bruit vers 3 h du matin et très vite après il y a eu de la musique et j'ai compris que il y avait une fête qui s'organisait et puis voilà, ensuite une fois que c'est lancé, il n'y a plus grand chose à faire. Rapidement, des barrages ont été installés. Une centaine de forces de l'ordre contrôlent les différents accès au village. Je rappelle que nous serons d'une extrême sévérité. J'ai demandé à ce que chaque infraction soit verbalisée, qu'elle porte sur la consommation de stupéfiants, sur l'alcool. Seuls les riverains peuvent entrer, non sans difficulté, dans la zone surveillée. Je zigzague. C'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Puis je pense que la nuit va être agitée. Aujourd'hui, les nuisances sonores sont limitées, mais malgré le dispositif, les fêtards continuent d'arriver par les chemins de traverse. Cette nuit, les lieux devraient être extrêmement bruyants. Ça va cogner un peu, ouais, grave. Il n'y a pas trop de voisinage, donc on va faire notre fête tranquille. On fait rien de mal en vrai. Pour éviter tout débordement, la préfecture n'a pas l'intention de déloger le campement. Les participants à la rave party devraient rester ici jusqu'à dimanche. Si vous comptez voyager par le train dans les prochaines semaines, prudence. Le syndicat CGT de la SNCF a déposé un nouveau préavis de grève pour les 4, 5 et 11 juin prochains. Le lundi de Pentecôte se situe juste au milieu de ces dates. La grève actuellement en cours n'a pas provoqué de semaine noire, en tout cas pas dans les TGV. Comment les clients se sont-ils organisés? Regardez le reportage d'Eva Huin, Sylvain Roland et Noël Di. Début d'un long week-end. Et dans ce train entre Paris et l'ouest de la France, on était loin d'imaginer un trajet si reposant. Je n'ai pas la sensation que ce soit différent, juste un peu moins de fréquentation à Lille. En tout cas, on a entendu des contrôleurs dire qu'il y avait un peu moins de monde. Non, il n'y avait pas grand monde à la gare, le train était à l'heure, donc pas de difficulté. Malgré la grève, peu de perturbations sur les lignes TGV. Comment les trains peuvent-ils circuler normalement ? Pour remplacer les contrôleurs grévistes, la SNCF a formé et placé certains de ses cadres de bureau dans les trains. Et ce n'est pas tout. Selon un site de comparateur de billets, la direction a mis en vente de nouvelles places. Mais ont-elles toutes trouvé preneur ? En fait, il y a des trains qui étaient complets, qui se sont libérés, j'allais dire. On a vu en fait une vague d'annulation. Beaucoup de gens qui ont préféré reporter, voire annuler les transports qu'ils avaient prévus pour ce week-end-là. En effet, quand nous consultons le site de la SNCF aujourd'hui, pour Bordeaux, Marseille ou Rennes, des places sont encore disponibles. Vous avez même le choix de l'horaire. Les cars, eux, sont pris d'assaut. Avec la grève, Camille n'a même pas réservé de train pour rentrer chez sa famille à Auxerre. J'ai pris directement un billet de bus parce que je me suis dit que je voulais pas être empêchée par les trains. Bonne affaire aussi pour le covoiturage. Un des géants du secteur nous confie avoir enregistré plus de 80 000 nouveaux trajets en plus. Des passagers de train qui à la place vont prendre leur voiture et vont publier des trajets en covoiturage. Et donc à la fin, ça fait plus de gens qui covoiturent entre eux.
Si la SNCF a évité une semaine noire dans les trains, les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot. La CGT cheminot appelle à nouveau à la grève les 4, 5 et 11 juin. À l'échelle internationale, ce trafic rapporte plus de 20 milliards d'euros par an. Il ne s'agit pas de drogue ou d'armes, mais de trafic d'animaux sauvages, des loups, des singes, des félins capturés dans leur habitat naturel, transportés clandestinement et revendus sur Internet à des particuliers. La plupart de ces animaux sont ensuite abandonnés à leur sort. Que deviennent-ils? Qui prend soin d'eux? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Elsa Assalit. Ils viennent d'avoir 1 an. Et on va se mettre accroupi, histoire d'être un petit peu à leur hauteur. De toute façon, on va pas trop leur faire peur, quoi. 5 louveteaux, issus de la même fratrie. Ils se partagent ce bout de forêt de 7000 m², au milieu de la Bretagne. C'est issu du trafic animalier. C'est une dame qui s'est fait prendre ces animaux-là. Ça vient on va dire des fermes d'élevage des pays de l'Est. Les loups ont été découverts l'an dernier dans une maison en Belgique. Élevés pendant des mois en captivité, avant d'être saisis par les autorités belges et menacés d'euthanasie. Impensable pour Willy Bigot, il a immédiatement accepté de les recueillir. Ils allaient certainement être séparés, vendus à différents endroits. Faut dire que c'est à la mode depuis un peu plus de 10 ans. Hein. C'est venu un petit peu avec la série Game of Thrones. Les gens veulent des loups, des animaux qui ressemblent à des loups. Les louveteaux s'adaptent peu à peu à leur nouveau territoire. Le refuge ouvert en 2006 accueille aujourd'hui 19 loups, quasiment tous rescapés du trafic animalier. La plupart aussi sont des hybrides, issus de croisements non contrôlés entre des loups et des chiens-loups. À l'image de ces 6 pensionnaires saisis en Gironde en 2015. Eux sont tous atteints d'une forme de nanisme, voire qui ont des handicaps, donc ont les pattes de tordu. Alors à l'état sauvage, c'est pas viable. De toute façon, tous ces mélanges n'auraient jamais existé. Et du coup, le gars les vendait un petit peu moins cher, quoi. Ils étaient vendus sur le Bon Coin à l'époque à 2500 € pièce. Voilà. Des hybrides vendus jusqu'à 6 000 € au marché noir. Malgré le croisement, ils restent considérés comme des animaux sauvages et ne sont pas faits pour vivre avec les humains. Leur détention est illégale. Les trafiquants encourent 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Alors la problématique des trafics, elle n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que ça a été accentué ces dernières années par le phénomène aussi des réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont affichées avec des animaux sauvages. Alors on connaît aussi la vague de Dubaï et autres où on voyait des personnalités s'afficher avec des animaux sauvages. De quoi donner envie à certains particuliers de posséder un animal sauvage. Sur Internet, voici ce que leur proposent les trafiquants. Tigre blanc disponible au Mexique, 3 000 €. Mais c'est gagnant-gagnant, car moi je gagne et vous aussi, car vous achetez un tigre blanc rare. Bébé singe magot albinos yeux bleus, originaire du Maroc, espèce rare, un seul de disponible, pour le prix de 2 500 €. Des animaux disponibles sur réservation en Île-de-France, à Lille ou Marseille. Des espèces venues de tous les continents, introduites par bateau ou par la route. Un trafic international contre lequel les autorités tentent de lutter. Fin 2024, 20 000 animaux sauvages vivants ont été saisis partout dans le monde par Interpol. Soit on est sur un trafic d'opportunités, des gens qui sont dans le besoin, ou qui sont déjà sur des petits trafics, et c'est juste une option supplémentaire qui se présente à eux. Soit on est en face de véritables structures, donc les groupes criminels se sont impliqués dans ce trafic-là. On a changé d'échelle, donc pour les espèces, on passe en mode industriel. Problème, les saisies se multiplient, mais les structures d'accueil sont saturées. C'est le cas de ce refuge près de Chartres. Il reçoit tous les jours au moins 2 appels des douanes, des gendarmes ou de l'Office français de la biodiversité pour des demandes de prise en charge. Mais le parc affiche complet avec près de 600 pensionnaires. Ça va ma belle? Jackie a 3 ans. C'est une femelle gibbon à favoris blanc. Jackie, elle vient être chez les gens du voyage, elle était sur les marchés, habillée avec une petite robe, elle faisait du vélo, vous savez, pour attirer le public. Des fois, on voit des gens avec des petites chèvres pour vendre des bonbons des Alpes, etc. Ben là, elle attirait du monde, et que fait, les gens sont là, ben, les enfants jouent avec Jackie, les parents achètent des trucs. C'est lamentable, c'est des choses qui ne doivent absolument pas exister.
Une partie du refuge est ouverte au public. L'objectif, raconter l'histoire de chaque rescapé et sensibiliser les visiteurs au bien-être animal. À l'écart du public, dans cette zone de quarantaine, un nouvel arrivant. Dis bonjour. Non, on n'a pas envie de lui faire un câlin. Vous avez vu les dents? Un serval, né dans un élevage clandestin dans le nord de la France. Ce félin d'Afrique n'a rien à voir avec les chats domestiques. C'est capable de courir à une vitesse phénoménale. Hein. Un animal comme ça qui vous attaque, il vous détruit. S'il tombe sur un enfant, il dévore. Parce qu'il a peur. Patrick Violas espère faire changer les mentalités pour éviter les accidents, mais surtout protéger les animaux des trafiquants inconscients. C'est pas souvent de la maltraitance active, ça arrive, mais c'est la maltraitance passive, c'est-à-dire que je ne sais pas m'en occuper, je ne sais pas le soigner, je ne sais pas ce qu'il doit manger. Et deuxièmement, la moindre maladie qu'il a, vous ne trouvez personne pour le soigner et votre animal va souffrir, il va mourir. Donc voilà, le mieux, c'est de ne pas y toucher. Tous ces animaux ne pourront jamais regagner leur habitat naturel. Ils finiront leur vie dans ce refuge. Chaque année en France, plus de 650 000 personnes partent à la retraite. Ces nouveaux retraités doivent réclamer leur pension. Certains ne le font pas. D'autres remplissent tous les documents requis mais constatent malgré tout de graves erreurs dans la pension qui leur est versée. Comment est-ce possible? Éléonore Paillereau, Amélie Doudin et Régis Rouanet ont mené l'enquête. Depuis son départ à la retraite il y a 3 ans, c'est la même histoire chaque année. Madame, Monsieur, une fois de plus, je constate que la revalorisation de 2,2% du mois de janvier n'a pas été appliquée sur ma pension de février. La revalorisation de sa pension de retraite devrait pourtant être automatique. Mais il y a un bug dans le dossier de Corinne. Elle contacte la Caisse nationale d'assurance vieillesse chaque année. Cette fois, malgré ses courriers et nombreux appels, elle n'a pas encore eu de réponse. Cette année, c'est beaucoup plus long parce que d'habitude, en 2 mois, à force de réclamer, j'obtiens la revalorisation. Sur l'année, ça fait quand même 250 €. Sur plusieurs décennies, c'est une perte de plusieurs milliers d'euros. D'après les syndicats que nous avons contactés, plusieurs milliers de personnes seraient touchées. Situation exceptionnelle, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour qui ce problème ne concerne qu'une poignée des 17 millions de retraités. Revalorisation retardée, pensions non versées, les couacs des retraites sont nombreux. La semaine dernière, nous vous révélions que 30 000 personnes ne recevaient plus de pension, comme Heather. Depuis son départ à la retraite en janvier dernier, elle n'a pas touché les 800 € de sa pension de base. Je ne peux pas payer mon location. Toujours, c'est difficile. Payer les factures, l'électricité, la voiture, etc. Avant de pouvoir toucher sa retraite, il faut la réclamer. Mais certains oublient une partie de leur carrière. Job d'été, quelques trimestres sur un différent régime de retraite, d'abord dans le public, puis dans le privé, par exemple. Pour vous rafraîchir la mémoire, 130 000 courriers ont été envoyés l'année dernière avec les démarches à entreprendre. Voici, par exemple, un courrier qu'on a envoyé en fin d'année 2024, où on montre quelle est l'estimation de ces retraites. Vous avez une personne qui aurait droit à son régime de base, à l'assurance retraite, à 63 € bruts par an, et à un versement unique de l'Agirc-Arrco, le régime complémentaire, de 258 € bruts. Grâce à cette lettre, 25 000 personnes ont vu leur pension augmenter. 13 millions d'euros en versement unique et 20 millions d'euros de pension annuelle ont été reversés. C'est une menace qui concerne des millions de Français. Elle est provoquée par les épisodes de sécheresse. De très nombreuses maisons se fissurent. Un logement sur 2 serait menacé par le phénomène de gonflement puis de retrait de l'argile. C'est d'ailleurs la 2e cause d'indemnisation pour les catastrophes naturelles en France. Reportage dans le Nord de Manon Debu et Thierry Chartier. Sans ces piliers de bois, ces maisons se seraient peut-être déjà effondrées. Ce sont eux qui supportent aujourd'hui toute la structure de ces habitations, fragilisées par ces gigantesques fissures. Ça craque. Des failles de plusieurs centimètres qui progressent jour après jour. Là, on ne sait plus rentrer, parce que si on ouvre la porte, on ne sait plus la fermer. Caroline a vécu 25 ans dans cette maison avant de devoir la quitter précipitamment. On se rendait malade, hein. C'est notre héritage, c'est notre patrimoine. On s'est dit qu'on perdait tout, hein. Chez elle, les premières crevasses sont apparues avec la sécheresse de 2020, comme sur des centaines d'autres maisons dans les Hauts-de-France. Victime d'un phénomène souterrain, le retrait et gonflement d'argile. Elle n'existait pas il y a quelques mois.
Donc ce qui veut dire que la maison continue à bouger. La maison de Gabriel repose sur plusieurs couches de terre humide. Soumise à de fortes chaleurs, cette boue s'assèche et se rétracte. À la surface, les murs craquellent. À l'inverse, après d'importantes précipitations, l'argile se gorge d'eau et fait remonter les carreaux de Gabriel. En fait, ici, ça s'affaisse et ici, ça remonte. Il y a 40 ans, quand on a fait construire, on n'a pas fait, il n'y avait pas d'études de terrain comme on fait maintenant, quoi. Impossible de savoir qu'on était sur un terrain argileux, quoi. Des solutions existent pour renforcer les fondations. Chez Patrice, un voisin de Gabriel, dans la même situation, 6 mois de travaux ont été nécessaires pour creuser son sous-sol. Tout ça, c'était de l'argile. Des tonnes de terre évacuées, remplacées par une dalle en béton de 45 cm d'épaisseur sur toute la surface de la maison. On était très satisfaits quand on a vu ça. On a dit, bon, c'est bon, on vit en sécurité, c'est sûr. C'est sûr. Imaginez un peu, vous vivez dans une maison et vous entendez des craquements en permanence, vous voyez des fissures. L'opération a coûté près de 200 000 €, une partie financée par son assurance, l'autre par des fonds publics, car la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle. Avec la multiplication des aléas climatiques, ces aides d'urgence seront de plus en plus difficiles à toucher. Ce qui pouvait se chiffrer peut-être en millions d'euros, se chiffrer peut-être en dizaines de millions d'euros sur une commune, parce qu'il y aura de plus en plus de monde. Parce que les sols s'assèchent, mais n'ont pas tendance à se regonfler, à se humidifier. Sécheresse à répétition, inondations, la crise climatique fragilise nos maisons. Des conséquences à l'extérieur et à l'intérieur des foyers. À Alencourt, dans la Somme, Caroline avait racheté la ferme familiale pour y vivre avec sa fille. Et maintenant, il va falloir faire le deuil. Elle avait investi 40 000 € dans la rénovation énergétique. Sans le savoir, elle venait de créer les conditions idéales au développement de la mérule. Quand on a vu le champignon, mon père est arrivé, il a pris un pied de biche, il m'a dit là c'est la cata, il a enlevé et là, en fait partout, sous les parquets, sous les plaintes, partout. Invisible derrière les boiseries, le champignon a rongé et réduit le bois en poussière, favorisé par l'humidité et l'obscurité d'un espace non ventilé. En 4 jours, on a pris toutes les affaires, on est parti. Puis moi, maintenant, je suis mariée avec ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Je vais le vendre à personne. Tout n'est pas perdu. Justine, experte de ces champignons, cherche l'origine de la mérule. Le problème, vous voyez, ça va pas être les matériaux contenus dans le mur, mais plutôt la source hydrique. Là-dedans, c'est forcément humide. La cave n'est plus ventilée. La mérule, c'est beaucoup plus vicieux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre point hydrique d'un côté de la pièce, mais dès lors qu'elle a de la nourriture pour se développer un peu plus loin, elle va continuer à croître. Depuis cette découverte, le diagnostic mérule est obligatoire dans cette rue avant la vente d'une maison. Revenons à présent à la principale information de ce jeudi, l'élection d'un nouveau pape. Écoutez à nouveau les premiers mots prononcés au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome par Robert Francis Prévost, qui a donc choisi le nom de Léon XIV. Écoutez. Aidez-nous vous aussi à construire des ponts par le dialogue et les rencontres, en nous unissant tous pour être un peuple toujours en paix. Bonsoir Joséphine de Franqueville, vous étiez, pourrait-on dire, aux premières loges et vous êtes en direct de la place Saint-Pierre de Rome où l'ambiance est évidemment à la joie. Que va-t-il se passer protocolairement dans les tout prochains jours ? Vous avez raison, Gilles. Ici, l'ambiance est encore très joyeuse. La foule est encore très compacte derrière moi. On entend des exclamations qui s'élèvent au-dessus de la foule qu'on entend jusqu'ici. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? D'ici dimanche, le pape va dire sa première messe solennelle. Ce sera l'inauguration de son pontificat. On va lui remettre, lors de cette messe, une étole et un anneau. Le pape François avait choisi un anneau en argent, mais traditionnellement, c'est plutôt un anneau en or. Ensuite, il y aura une deuxième messe solennelle dans les prochains jours à la cathédrale Saint-Jean de Latran, c'est le protocole. Ensuite, un peu avant ou un peu après, le pape va donner une conférence de presse lors de laquelle il pourra préciser la ligne de son pontificat. Et enfin, il faudra qu'il choisisse ceux qui vont l'entourer, un petit peu comme son gouvernement, à commencer par son secrétaire d'État, l'équivalent du Premier ministre ici au Vatican. Merci beaucoup Joséphine. L'élection de ce pape, on l'a dit, a été
particulièrement rapide. Une journée et demie a suffi aux cardinaux électeurs pour porter leur suffrage sur le cardinal américain Prévost. À Rome, comme on l'a vu à l'instant, les fidèles se sont réunis pour célébrer les premiers moments du pontificat. Regardez les toutes dernières images de cette journée historique avec Ignacio Bornassa. Léon XIV, le 267e pape de l'histoire, se présente au monde au balcon de la basilique Saint-Pierre. La foule exulte, des larmes coulent. Acclamé, le nouveau pape lui-même ne peut contenir toute son émotion. Que la paix soit avec vous. Les premiers mots du nouveau souverain pontife. Aidez-nous à construire des ponts par le dialogue et les rencontres, en nous unissant tous pour être un peuple toujours en paix. Léon XIV s'appelait il y a encore quelques minutes Robert Francis Prévost. Il devient le premier pape américain de l'histoire. C'est incroyable. Je pense qu'un pape américain pourra rassembler le monde et non pas le diviser comme il l'est aujourd'hui. Première réaction d'Américains à Rome. Premier témoignage à Washington aussi, recueilli par nos équipes sur place il y a quelques instants. Je suis sous choc. Il est américain, je suis super excitée. Je suis ravi. Je l'ai toujours dit. Nous avons un Dieu capable de nous surprendre. Robert Francis Prévost, 69 ans, est né à Chicago, d'un père français et d'une mère italienne. Il passe une grande partie de sa carrière au Pérou, en Amérique latine, la partie du monde qui compte le plus grand nombre de fidèles. Sa vie bascule le 30 janvier 2023, lorsque le pape François le crée cardinal. Il devient préfet du puissant dicaster pour les évêques. Il a pour charge de nommer les évêques du monde entier. Léon XIV a la réputation d'être modéré, capable de concilier conservateurs et réformistes au sein de l'Église. En vrai chef d'État désormais, il aura la charge de nommer ses hommes de confiance et, comme le veut la tradition, organiser dans les prochains jours sa grande messe d'inauguration pontificale. Partons sans attendre aux États-Unis. Bonsoir Justine Jankowski, vous êtes en direct de Washington où l'élection de ce pape est une surprise. On attend évidemment sa rencontre, la première rencontre avec le président américain Donald Trump. Oui, ici dans les rues de Washington, c'est le choc, la surprise. Un pape américain, ça n'était jamais arrivé. Alors forcément, les Américains ne s'y attendaient pas. On l'a même appris à plusieurs personnes. Pourtant, l'information a fait la une des journaux ici aux États-Unis. Les chaînes de télévision étaient en édition spéciale et dès l'apparition de la fumée blanche, le suspense était total jusqu'à l'arrivée donc de ce nouveau pape. Alors, s'il réjouit les Américains que nous avons croisés, il faut dire que beaucoup aussi n'ont pas d'opinion. Seuls 20% de la population américaine est catholique et ce chiffre est d'ailleurs en légère baisse depuis 20 ans. Merci beaucoup Justine. Cette soirée spéciale continue évidemment sur LCI, sur le canal 26. Ne manquez pas demain à partir de 7h la matinale de TF1 avec Bruce Toussaint et toute son équipe. Ils recevront notamment Caroline Pigozzi, spécialiste journaliste du Vatican. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Demain à 13h, vous retrouverez Jacques Legros, l'ami Jacques Legros, dont c'est le dernier journal et que j'embrasse. Et puis à 20h, Anne-Claire Coudray. Très bonne soirée à tous.